Capitale de la région Rhône-Alpes, la ville de Lyon est aujourd'hui la deuxième agglomération française, composée de plus d'1 million d'habitants. Au sud de la ville, à la confluence de deux cours d'eau importants, le Rhône et la Saône, se développe depuis le début des années 2000 un ambitieux projet de renouvellement urbain dont le but est de doubler la superficie du centre de Lyon. C'est un programme qui vise à revaloriser l'ancien quartier industriel et fonctionnel de Perrache. Ce territoire de 150 hectares, qui suscite aujourd'hui de nombreux intérêts, fut pourtant, durant des siècles, composé uniquement d'îles, de terrains inondables et de marécages. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec les débuts de la révolution industrielle, que cet espace fut progressivement remblayé et aménagé. Il s'agissait alors d'étendre le territoire de Lyon au sud pour développer de nouvelles activités avec la création d'un quartier nommé Perrache. L'arrivée de la voie de chemin de fer reliant Saint-Étienne et Lyon permet l'inauguration de la gare de Perrache en 1857. Sa disposition, coupant matériellement la presqu'île à l'horizontale, distingue le nouveau territoire du centre-ville de Lyon et constitue une enclave industrielle. L'espace conquis est alors un lieu de transit avec son port fluvial et sa gare, mais aussi de travail, accueillant abattoirs, usines à gaz, entrepôts de stockage de sucre, de sel et de charbon, ainsi que des habitations pour loger les cheminots et ouvriers. 2 prisons sont également construites, Saint-Paul et Saint-Joseph. L'ensemble compose peu à peu l'âme d'un faubourg besogneux et fonctionnel. Au XXe siècle, le quartier Perrache connaît un nouveau développement avec l'arrivée du marché de gros en 1961. Celui-ci renforce le caractère pratique de l'enclave industrielle, devenant un site agroalimentaire fournissant viande, légumes et poissons. En 1970, le tracé de l'autoroute relie le nord et le sud de Lyon, suivant le cours du Rhône et borde le quartier sur sa partie est. Il contribue à accentuer l'image d'un quartier enclavé à la mauvaise réputation, due principalement à son caractère utilitaire et laborieux. Or, ce territoire connaît depuis le début du XXIe siècle un programme de transformation sans précédent. Suite au départ d'industries déclinantes et au développement de friches, le sud de la presqu'île du quartier Perrache fait l'objet d'un vaste programme d'aménagement et de renouvellement baptisé Confluence. Habitations, zones de loisirs et de commerce, hôtels de région, restaurants, cinémas, programmes architecturaux mais aussi musées emblèmes doivent composer le nouveau cœur de la ville. Vision urbaine volontariste, fruit d'une forte volonté politique, le projet de Lyon Confluence s'élève dans un décor urbain aux architectures audacieuses, aspirant à attirer de nouvelles catégories sociales. Cette volonté de développement évince en grande partie la mémoire ouvrière et industrielle de l'ancienne enclave pour s'inscrire dans un urbain idéalisé, porté par une quête de métropolisation dont Confluence doit être l'emblème. La transformation des centres d'industrie anciennes est quelque chose de très important dans les villes mondiales, européennes et aux États-Unis essentiellement, mais pas exclusivement depuis en fait une trentaine d'années seulement. C'est depuis la crise qui a suivi le premier choc pétrolier et la ruine des industries de base qu'on est confronté à cela. Michel Lusseau, professeur des universités en géographie à l'École normale supérieure de Lyon.
Alors c'est une transformation qui a souvent été considérée par les villes comme quelque chose de tout à fait vital, puisque effectivement il y avait là des symboles d'une économie dépassée qu'il fallait essayer de requalifier aussi vite que possible. Une des caractéristiques du quartier de Perrache, c'est d'avoir concentré dans un espace qui est quand même assez réduit énormément d'activités industrielles. Du fait d'être un lieu, une espèce de pivot de circulation des marchandises. Dominique Belkis, maître de conférences en sociologie à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et habitante. Sa situation proche de la gare fait que se sont installées énormément d'entreprises, d'industries sur le quai Rambaud, le marché de gros plus tard, l'industrie agroalimentaire après l'industrie métallurgique, etc. Qui fait que ça a drainé énormément d'activités industrielles, donc énormément de travailleurs qui se sont installés. Et c'est évidemment une des caractéristiques du quartier pendant longtemps, a été d'être un quartier de cheminots. Voilà, donc on sait bien qu'aujourd'hui le visage du quartier est en train de changer et qu'on essaye de renouveler la population de ces anciens ouvriers, dont certains sont partis, dont certains sont restés. Quartier ouvrier, ça veut dire aussi quartier d'immigration, hein, puisque dans ces industries, on travaillait énormément d'immigrés du Maghreb ou d'Italie, selon les périodes d'immigration. C'est une transformation dont il ne faudrait d'ailleurs pas croire qu'elle est si homogène que cela. Même si dans les dernières années, on voit se multiplier plutôt les transformations qui essaient de proposer en lieu et place des anciens quartiers industriels ou des anciens quartiers fonctionnels, des anciens périmètres fonctionnels déclassés, parce qu'il n'y a pas que de l'industrie dedans, il y a aussi des fonctions déclassées. Quand un marché de gros disparaît, c'est une fonction qui est déclassée. C'est le cas de Confluence, c'est pas une industrie qui s'en va. Quand une prison est déclassée, c'est la même chose. On aurait tort de penser que c'est si homogène que cela, même si depuis un certain nombre d'années, on voit bien qu'il y a une tendance à se saisir des opportunités foncières que représentent ces quartiers, souvent avec des emprises foncières très vastes, et finalement peu occupées une fois que les fonctions sont parties, à s'en saisir pour construire ce que j'appellerais des quartiers métropolitains, hein, des enclaves métropolitaines, c'est-à-dire des espaces qui sont des signatures de l'appartenance supposée ou réelle de la ville en question au club des métropoles européennes ou des métropoles mondiales. Donc, de fait, on voit un peu partout se développer des opérations assez comparables avec de l'habitat un peu signé, des grands équipements commerciaux assez marqués par le postmodernisme architectural, des grands objets architecturaux, assez souvent, depuis maintenant quelque temps, une entrée art contemporain et culture, des promenades, des lieux de loisirs, bref, quelque chose d'assez standardisé et relativement homogène, à la fois fonctionnellement et quant au public qu'on aspire à faire venir dans ce type d'opération. Dans le comité de quartier, il y a un débat d'articulation avec un quartier neuf, parce que là, il faut reconnaître que cette opération, elle s'est faite dans une zone où il n'y avait que des terrains industriels et des friches industrielles qui ont été libérées très facilement. Jean-Paul Dumontier, urbaniste, habitant et membre du comité de quartier Perrache. Et puis le quartier qu'on appelle derrière les voûtes, qui est un quartier qui a une longue tradition ouvrière, qui sont des anciens cheminots, enfin il y a beaucoup de gens qui sont très... et qui finalement ont toujours été un peu hors le centre-ville, mais on disait toujours derrière les voûtes, mais finalement ils sont très attachés à leur quartier. Une histoire urbaine se déroule à Perrache depuis plus d'un siècle.
Seulement, le passé industriel et la mémoire urbaine locale sont peu valorisés dans le programme de renouvellement de Perrache-Confluence. L'image de l'industrie est évacuée, voire même discréditée. Discrédit qui semble être une des conditions de la réussite du projet de reconversion du programme Confluence. L'objectif n'est pas ici de transmettre des images du passé, mais bien de contrer le déclin, de relancer l'attractivité de l'ancienne enclave fonctionnelle déclassée, par conséquent, de transformer à terme la sociologie du quartier. La mémoire collective des habitants est ici concurrencée par la puissance de communication du projet urbain Confluence. Il s'impose peu à peu dans les représentations. La mémoire, elle est inscrite dans le paysage, elle est inscrite dans les personnes. Mais bon, soit tu vas leur demander qu'est-ce que c'est pour eux la mémoire de Perrache, auquel cas ils auront sans doute des choses à te dire. Soit la mémoire, elle est disponible dans l'espace et elle est mobilisée ou pas par les habitants ou par les gens qui sont porteurs du projet urbain, qui veulent en faire quelque chose ou pas. Il y a des traces, il y a des traces de la trame urbaine, il y a des plaques commémoratives, il y a des bâtiments, il y a des paysages, il y a la sucrière qui garde son aspect de silo, de dépôt de l'activité autour du sucre. Il y a le cours Charlemagne, les rues adjacentes, la prison. Il y a des traces. La question de la mémoire, c'est qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas de ces traces et pourquoi on les mobilise. Ce ne sont pas des espaces de mémoire, tout simplement parce que il n'y a pas de place pour cette mémoire-là dans un projet métropolitain qui vise un autre but que celui de mettre en évidence une mémoire urbaine locale. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans tout projet métropolitain réel, il y a une tension qui existe entre affirmation du patrimoine local et projection de la ville dans une famille de métropoles globale et déterritorialisée en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut que Lyon existe à la fois en tant que Lyon, avec ses racines lyonnaises, mais il faut aussi que Lyon existe dans un monde très particulier qui est celui des métropoles européennes, internationales et mondiales, qui sont par définition des métropoles, qui travaillent tout autant à l'échelle internationale et mondiale qu'à l'échelle locale et qui en quelque sorte donc se délocalisent en se projetant comme métropole attractive. Globalement, ce que l'on peut dire, c'est que si l'on veut faire venir à Lyon les groupes sociaux qui signent la métropolisation, ça n'est pas en leur vendant les prisons de Perrache qu'on le fera. Ça sera beaucoup plus en leur vendant Confluence comme espace qualifié pour signaler un processus de métropolisation en cours. Espace de référence qui concentre tout ce que les groupes sociaux métropolitains attendent dans un espace comme cela. Signature architecturale, grands équipements commerciaux, grands équipements culturels, promenades, qualité paysagère, logement, et puis quand même aussi un peu de ce qui fait l'histoire, mais traité là comme une trace, comme un petit signe de couleur sur un décor, comme quelque chose de très estompé finalement, comme un cadre qui renvoie à une historicité sans être pesant comme peut l'être un cadre mémoriel plus lourd et plus travaillé. Pourquoi y a-t-il pas de mémoire ou peu de mémoire de ce qui préexistait? Bien, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la requalification. On est dans la qualification presque ex nihilo, c'est-à-dire on considère que ce qui est préexisté n'avait pas forcément beaucoup de sens ou d'intérêt, non pas en soi, intrinsèquement,
mais dans une perspective qui est celle de l'affirmation métropolitaine. La théorie de la gentrification, elle fonctionne à 200% sur Perrache. Hein. C'est la théorie de l'aménagement urbain qui prétend reposer sur un mieux de la mixité sociale et qui, dans les faits, fait venir de nouvelles populations, vise à réembourgeoiser un quartier de Lyon qui est en centre-ville, qui n'est pas périphérique. Et qui, voilà, il y a des enjeux, il y a de l'investissement, il y a beaucoup de fric sur tout ça, qui fait qu'on veut aussi changer, attirer de nouvelles populations qui seront de bons consommateurs, quoi. Il y a des couches de sédimentation historique qui font que c'est sans doute une période de bouleversement, en tout cas de changement. Un bouleversement, comment le mesurer? Il y a du changement objectif, mesurable, de la destruction, de la reconstruction, du changement de type d'activité, du réinvestissement par les politiques de cet espace qui avait été délaissé depuis 30 ans. Les habitants, là, tous ces habitants de Sainte-Blandine, là, il y a un sous-comité de quartier qui s'occupe de Perrache-Sainte-Blandine. Bon, ils sont conscients qu'il se passe quelque chose d'autre à côté. Et pour le moment, si tu veux, leur problématique est plutôt de dire « Et pour nous, est-ce qu'on va faire quelque chose ?» tu vois ? Vous dépensez beaucoup d'argent à faire un quartier neuf, et nous ? Ça fait 30 ans que vous nous avez abandonnés là, tel quel. Est-ce que vous... La société leur a dit « Mais vous inquiétez pas, on va régler tous vos problèmes d'isolation, de bilan énergétique de vos immeubles, on va faire des immeubles tests, on va vous expliquer comment on va vous aider à améliorer votre quartier. Et puis justement, on va essayer de voir dans le diagnostic que vous faites de votre quartier, si vous avez des équipements à faire, vous nous dites, on va les intégrer là. » Et voilà. Donc ils sont plutôt en attente, ils sont plutôt demandeurs que de se dire « Allez, on va accueillir les autres à bras ouverts. » Tu vois, c'est pas leur truc, quoi. C'est une autre manière de donner à voir la réalité du chantier au quotidien. C'est ça, c'est pas les bâtiments, c'est des gens qui bossent en plein cagnat. Et ce qu'on vit quand on vit là, c'est le bruit du chantier, c'est les gens qui travaillent. C'est ça le chantier, c'est pas la gueule que va avoir l'hôtel de région. Il y a aussi sans doute une prolongation, une temporalité plus longue qui fait qu'on ne peut pas lire le quartier qu'en termes de bouleversement dû au chantier urbain. Il y a d'autres choses sans doute à voir et comment le quartier est habité par ses habitants, comment il est investi, comment effectivement l'ouverture qui correspond à notamment l'ouverture par le tram et les nouvelles activités qui s'installent ici fait que d'autres gens circulent dans le quartier et qui donne à voir autre chose qu'un chantier monumental et qui donne à voir voilà, une espèce de quotidienneté, d'une appropriation ou en tout cas un usage de l'espace urbain sans doute différent du discours qu'on peut tenir sur le chantier du quartier de Perrache. Les collectivités locales se sont souvent saisies de ces espaces pour montrer que l'on pouvait enrayer une spirale qui était celle du déclin et projeter via l'action urbaine volontariste, projeter la ville dans une modernité de sortie de crise. Ça a été pratiquement toujours ce qui sous-tendait les interventions. Il fallait montrer par l'action urbanistique que l'on sortait d'une période de crise qui avait mené au démembrement de ces espaces, à la ruine de ces espaces. Si on avance un peu, si on regarde un peu les nouveaux magasins qui s'installent, restos, etc., le mot de confluence est très très utilisé. Là où on avait, je ne sais pas, la boulangerie de Perrache ou comme ici la pharmacie des Voûtes,
Maintenant, on a le tabac de la Confluence, le salon de coiffure Confluence, etc. Donc la sémantique est en train de changer avec le projet, quoi. Alors c'est peut-être symptomatique effectivement d'une forme d'appropriation du projet par les gens qui travaillent et qui s'installent ici. Il y a dans le projet urbanistique une capacité à mettre en exergue, à mettre en visibilité le changement d'une telle puissance que cela suffit assez souvent à lancer une dynamique de modification des images et parfois une dynamique de réappropriation ou d'appropriation d'un espace en déshérence par des habitants. Pour susciter l'adhésion, pour s'imposer dans les représentations, le projet urbain Confluence se présente comme un programme novateur dans sa conception. Développement durable, extension d'un centre-ville adapté au mode de vie futur. Il communique sur le concept d'un projet de ville novateur, en lien avec la nature, propose de nouvelles manières d'habiter. Cependant, ce plan urbain fait réagir, suscite critique et analyse. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'on avait l'opportunité, dans une agglomération comme Lyon de 1,5 million d'habitants, d'expérimenter un quartier qui aurait été vraiment d'une nouvelle génération, tu vois, qui aurait été vraiment un quartier peut-être pas 100% piétonnier, mais vraiment à vocation piétonnière et circulation douce. On est dans cette continuité de composition urbaine qui privilégie l'architecture d'immeubles et non pas les modes de vie, quoi. Dans ces immeubles, on voit bien que les vis-à-vis entre immeubles, les rues intérieures, la conception même des rez-de-chaussée, avec on ne sait pas si ça sera des boutiques ou on ne sait pas trop, on ne voit pas très bien comment ça va fonctionner, ça. C'est la fin d'une époque dont on sent qu'on n'a pas passé la marche d'après. Mais il faut laisser le temps au temps. C'est là où je dis que le système de construction qui est dépendant des parcelles, du foncier, de chaque promoteur qui fait son ouvrage, la région achète ce terrain-là, elle se le fabrique tout seul, elle n'est pas liée avec le reste de l'opération. Quand tu vois, il n'y a pas de... on est encore dans des systèmes de puzzle. On n'est pas dans des systèmes de conception un peu plus globale. Mais là, ici, il y a des lieux propices à la promenade, il y a des lieux propices à imaginer des fêtes. C'est vrai que des gradins, le jour de l'inauguration, il y avait des musiques, des fanfares, quoi, tu vois, ça se prête à ça. Alors, est-ce que les arts de la rue, est-ce que les sculptures contemporaines vont venir s'installer là? Et est-ce que la culture va s'approprier ces lieux? Ça, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. C'est pour ça que je dis, la culture, elle n'est pas en soi, elle est génératrice d'urbanité, ça, on le sait. La culture accompagne les programmes urbains de renouvellement de nos sociétés post-industrielles, très portés vers la consommation. Le musée des Confluences, situé à la pointe de la presqu'île, doit donner un sens original au projet et apporter une plus-value symbolique. C'est un programme qui tente d'enchanter l'espace urbain. Son but est d'insuffler une dynamique et promouvoir une attractivité. C'est une sorte de totem bienveillant, utile à la transformation des territoires. Un musée s'incarne quelque part. Il est d'abord enraciné. Nous, notre sujet, notre préoccupation thématique, elle est nécessairement universelle, internationale. Michel Côté, directeur du musée des Confluences de 1999 à 2010. Mais un musée doit d'abord être enraciné, sinon ça n'a pas de sens. Il est d'abord enraciné même géographiquement. Et c'est vrai que lorsqu'on a choisi le site, parce qu'on avait le choix entre quelques sites, et que c'était une contribution dans le fond d'une institution culturelle au développement d'un quartier. Et c'était perçu comme ça et choisi comme ça. Si on s'est installé à Confluence, ce n'était pas juste pour faire joli avec le musée des Confluences, donc la rencontre entre la science et de la société, mais c'était aussi pour participer au développement d'un quartier. Et je pense que c'est évident que partout à travers le monde, à l'heure actuelle, les musées jouent un grand rôle dans le développement urbain. Ce sont les nouveaux espaces où les architectes s'expriment, mais aussi les nouveaux espaces de rencontre.
il y en a de moins en moins de lieux comme ça. Moi, je pense que les gens vont venir au musée des Confluences, bien sûr pour le signal architectural, qui va être très très fort. On ne peut pas passer à côté de ce bâtiment sans se poser la question de quoi s'agit-il. On veut aller voir à l'intérieur comment ça fonctionne. C'est très bien qu'il en soit ici. Mais notre prétention, c'est qu'on va se souvenir autant des expos certainement que du signal architectural. Et que pour nous, c'est d'abord un projet culturel, c'est pas d'abord un projet architectural. Et le projet architectural répond au projet culturel. Les élus, les urbanistes, les donneurs d'ordre ont compris que quelque chose était en train de se passer, que nous appelons la métropolisation, c'est-à-dire le développement d'organisations urbaines qui ne sont plus les villes moyennes anciennes, qui ne sont plus les métropoles d'équilibre anciennes, qui sont désormais des organisations en réseau, dans un réseau mondial hyper concurrentiel, où il est nécessaire de se signaler comme appartenant à ce réseau, à cette famille, à travers des grands projets urbains, des grandes signatures architecturales, des grands équipements, et aussi à travers une politique de maximisation de la rente foncière et immobilière. Le rêve de métropole, la volonté d'appartenance aux villes qui comptent dans le monde, incite à présenter un programme urbain total où rien n'échappe au regard de l'aménageur, où tout doit être pensé. Le contrôle de l'organisation des espaces devient un enjeu majeur. Le projet urbain, il est totalisant. Il doit tout prendre en compte. Et donc tous ces espaces, des espèces de, je sais pas comment dire, d'herbes folles, de l'histoire, de choses qui n'ont pas été maîtrisées, qui se sont faites sur la durée, vont disparaître au profit de quelque chose qui va être très très normalisé, quoi. C'est-à-dire que si Lyon veut être une grande métropole, il n'est pas question qu'il y ait au centre de l'amas métropolitain un espace qui soit en déshérence, vide, sans rien. Vous voyez, c'est quelque chose qui paraît contradictoire. Tout est pensé, rien ne doit échapper à la maîtrise d'ouvrage. Il n'y a plus de non-lieu, il n'y a plus d'espace vide. Il n'y a plus du coup d'aventure possible. Il va se passer d'autres choses. Il se passera d'autres choses, il faut faire confiance aux gens pour inventer des modes d'appropriation, des usages non prévus pour détourner cette espèce de tendance à vouloir tout maîtriser, tout contrôler.